Le toit éphémère. Un sport de sang souterrain devenu un empire milliardaire en 30 ans, façonné par les dirigeants et les combattants. Le frisson, l'agonie et tout ce qui se trouve entre les deux, c'est chaque ère du toit éphémère expliqué. Alors, le tout premier format du toit éphémère, il y a plus de 30 ans, n'était naturellement rien comme le produit assaini et sûr que nous connaissons aujourd'hui. 1993 a marqué la naissance de l'entreprise, une idée qui n'était basée sur aucun sens de la réalité ni du professionnalisme, mais plutôt directement l'opposé. Alors, à qui était cette idée? C'était l'idée d'art d'avoir un tas de gars qui se battent. Absolument. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que nous allons faire. J'ai dit que c'est du pay-per-view. C'est un tournoi. C'est un tournoi à élimination directe de 8 hommes. Commencez à sélectionner les personnes les plus méchantes, les plus laides, les plus qualifiées que nous pourrions. J'ai dit que tu auras un gars du Jiu-Jitsu, l'un des 8. Il y a toujours eu des questions dans les arts martiaux comme qu'arriverait-il si un gars du karaté combattait un gars du judo. Et ce que le championnat ultime de combat a fait, j'ai dit, découvrons-le. Ils ont organisé cet événement, le pay-per-view rivalisait avec la boxe et le WWE à l'époque. Ce premier pay-per-view a tellement bien marché qu'ils se sont dit, bon sang, nous devons refaire ça. Un événement de freak show, commercialisé comme tel, pas de catégorie de poids, pas de véritable ensemble de règles complet. Un fossé d'alligator proposé comme alternative à l'octogone. Les débuts de la UFC s'appuyaient sur la nature imprévisible d'une présentation choquante et fascinante. Malgré son succès financier initial dû à sa nouveauté, cet éclat s'est rapidement estompé face à la réalité. Pour les masses, c'était un sport indélébilement marqué par le surnom de Bloodsport. Et ce résultat aurait bientôt des conséquences désastreuses grâce aux actions d'un seul homme. Le sénateur John McCain a convaincu les compagnies de câbles de lui couper le courant. Chacun peut se demander pourquoi John a fait cela. Quel est l'argument du sénateur McCain? Comment ces lettres à 50 gouverneurs ont-elles permis d'interdire cela? Il n'y avait ni arbitre, ni rien. C'était terrible. Il y avait des gens qui se renversaient, s'asseyaient sur eux et les frappèrent au visage. Par les côtes, c'est numéroté. Ce n'est pas un sport. C'est un retour à l'époque des combats de coqs humains du Colisée romain. C'était la réalité à l'époque. Malgré les problèmes causés par les paroles de John McCain, elles étaient un mal nécessaire. Ils ont défini les âges sombres, voulant faire évoluer un sport qui en avait grand besoin, le transformant lentement de chaotique et risqué à quelque chose de prometteur. Des catégories de poids, durée limite et règles adaptées. Il y avait eu des améliorations, mais cette longue bataille pour la légitimité laisserait l'entreprise en ruine financière en 2001. À la suite de cet effondrement, Dana White et les frères Petita, admirateurs de longue date, deviendraient les nouveaux propriétaires de l'UFC. Alors que la plupart les qualifieraient d'ignorants ou même de dérangés, ils voyaient le potentiel et avaient la passion de sauver le sport qu'ils aiment et de renverser la situation. Je suis en appel avec Bob Mayer, le propriétaire de l'UFC. Il a pété un câble en disant qu'il n'y avait plus d'argent. Et j'étais choqué d'apprendre que l'UFC était en difficulté. Alors, quand j'ai vu cette opportunité et j'ai pensé que cette chose pourrait être à vendre, J'ai appelé les frères à Miami et leur ai dit que je pensais que cette chose était en difficulté. Je pense que nous pourrions acheter le UFC. Je ne sais pas comment, je ne me souviens pas du calendrier. Mais dans les 2 mois suivants, nous avons fini par posséder le UFC pour $2 millions. Et tout à coup, nous possédions une entreprise dont nous ne savions rien. Lui et Frank m'ont appelé pour me proposer d'être le président de l'entreprise et de la diriger. Dana White, président de l'UFC, félicitations pour votre premier spectacle, ça doit être gratifiant. Notre objectif est de faire de cet événement le Super Bowl des arts martiaux mixtes. Nous souhaitons le rendre plus convivial pour les fans en impliquant la foule et en présentant les meilleurs combattants du monde. L'ère Zuffer, symbole de progrès et de stabilité croissante, avait débuté. Les nouveaux propriétaires s'efforcèrent de stabiliser l'organisation et d'éradiquer les idées fausses sur le art martiaux mixte. Avec seulement un octogone en bois, une poignée de contrats et ses 3 lettres sacrées, ils avaient une montagne à gravir. Donc notre philosophie était que nous pensons que si nous faisons cela de la bonne manière, construisons cela comme un vrai sport et que ce sont de vrais athlètes, nous pensons que cela pourrait vraiment être grand un jour. Le marketing pour cela était, vous savez, 2 hommes sortent de la cage, un homme part. Et vous savez, le sport le plus brutal, sanglant et violent du monde. C'était principalement de l'ancien marketing des ex-propriétaires pour le faire paraître dingue. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Plus maintenant. Non, ce n'est pas exactement comme ça. Vous savez, l'image, vous savez, se battre dans une cage, tout le monde se dit quoi, tu es fou. Selon John McCain, les combats de coqs humains laissent une stigmatisation qui s'associe à la marque ou à l'entreprise et devient la seule chose à laquelle les gens pensent. Nous avons acheté une entreprise qui n'était pas autorisée à être diffusée en pay-per-view et qui l'est maintenant.
En plus des ajouts de règles, toute la perception de l'entreprise devrait être déplacée d'un créneau sportif de spectacle de monstres à un qui présentait le sommet le plus élevé de combats structurés, des combattants expérimentés et une valeur de production accrue, tout ajouté pour obtenir même ces événements nouvellement renforcés et sanctionnés, était la moitié de la bataille. Mais lentement et sûrement, les États-Unis avaient commencé à ouvrir ses portes au monde des arts martiaux mixtes. Pionnier par le Nevada, le arts martiaux mixtes a finalement été diffusé à la télévision et en 2004 avait établi une tête de pont à travers le pays grâce à un retour au câble pay-per-view. Aidé par une rivalité légendaire entre Chuck Liddell et Tito Ortiz qui a attiré l'œil de beaucoup, il y avait de quoi être optimiste. Mais pour les propriétaires, cette conviction intérieure en leurs produits et l'investissement derrière ne pouvaient les mener que jusqu'à un certain point. À bientôt, les deux étaient en difficulté et le UFC était à nouveau au bord de l'effondrement. Ils appelaient Dane en disant « Cherchons un acheteur. Trouvons un acheteur. Nous devons sortir de cette situation. » Chaque spectacle nous faisait perdre de l'argent, nous mettant dans un trou de 44 millions de dollars et ce combat en cage était de la merde. Évidemment, c'est trop brutal pour l'Amérique. Ils ne sont pas vraiment dedans. M'appelle littéralement le lendemain matin à 7h et dit merde. Je refuse d'abandonner ou de céder. Nous devons trouver une solution pour que ça marche. Autrefois, dans les Colisées, l'art du combat était admiré puis oublié. L'UFC a dû raviver ce sentiment dans une société moderne devenue étrangère à l'art de la guerre. Pour y parvenir, ils avaient besoin de quelque chose d'orthodoxe, d'un pivot de champ gauche, d'un Hail Mary. Et à une époque là où la télé-réalité prospérait, l'inconcevable a été conçu. Donc nous sommes dans le trou de 44 millions de dollars. Nous commençons à travailler très dur pour essayer de comprendre comment passer à la putain de télévision. Nous avons contacté et fait des offres à tous les réseaux imaginables. J'ai dû voler vers des endroits et attendre dehors pour intercepter les gens à leur sortie du bureau. Personne n'en veut par crainte de sa mise en place. C'était un sport interdit et dépeint comme le plus brutal et violent au monde. Nous finissons par arriver à un point où Spike Télévision, le réseau des hommes, nous rencontrons ces gars et nous leur présentons l'idée pour The Ultimate Fighter. Ces gars cohabitent et s'entraînent ensemble, mais chaque épisode se termine par un combat en direct. Ils n'aiment pas ça. On leur avait déjà présenté 2 ou 3 fois et ils nous regardaient comme si ça n'allait pas marcher. Les jeunes hommes n'aiment pas ça. Et nous sommes comme « Mince, nous pensons que vous avez tort ». Nous les rappelons quelques jours plus tard et avons dit « Que diriez-vous si nous le payons et vous le donnons gratuitement ?» Ils adorent cette idée. Nous avons donc payé 10 millions de dollars pour la première saison de The Ultimate Fighter. Le premier épisode a attiré 1,3 million de téléspectateurs. The Ultimate Fighter. Comprenez qu'à cette époque, la pression et le stress que nous subissions représentaient notre ultime chance. Si ça ne marche pas, c'en est fini des États-Unis. À l'instar de l'UFC à ses débuts, l'Ultimate Fighter était non conventionnel et peu soutenu en dehors de ses créateurs. Mais ils avaient une petite ouverture, une fenêtre qui leur suffisait. Le succès viral rapide de l'Ultimate Fighter est d'autant plus impressionnant dans un monde qui n'était pas préparé pour cela. Au milieu des années 2000, les médias sociaux émergeaient à peine, donc le succès de l'émission reposait uniquement sur le bouche à oreille. Malgré de bonnes évaluations et une percée dans le grand public, bien que limitée, les hauts dirigeants de Spike Television qui décideraient du sort de l'UFC sont restés silencieux. Alors que la finale de la première saison approchait, mettant en scène un duel inédit entre deux guerriers, l'espoir et l'optimisme s'amenuisaient. Dana avait besoin de quelque chose d'unique pour alerter le diffuseur et les millions de téléspectateurs. 2 hommes allaient exaucer son souhait. Nous transpirons tout le putain de saison jusqu'à la finale. Le succès est incroyable et une deuxième saison était incertaine. Nous arrivons à la finale avec Forrest et Stéphane Bonner. Ouf! Oui. Nous anticipons une bagarre acharnée et c'est parti. Et ces 2 fous furieux se mettent une sacrée raclée. Et c'est parti. Wow! Un grand coup de droit. Quelle guerre entre ces 2 gars. Pendant le combat, les gens tapent des pieds, les gens acclament et deviennent fous. Et les gens à la maison qui regardent le combat commencent à appeler leurs amis. Le nombre commence simplement à croître de plus en plus. Ouais, c'est juste une bataille d'attrition incroyable ici. Bel échange, bon coup de poing de Bonner à l'intérieur. Forrest, tu as la clinche thaïlandaise. Le renverser et le traîner dehors coup pour coup. Quelle finition, quoi. Cette nuit-là, nous avons donné à ces 2 gars un contrat avec l'UFC, rendant l'endroit encore plus fou. Et nous allons offrir à Stéphane Bonner un contrat à 6 chiffres avec l'UFC. Certains combats à travers les royaumes des sports de combat définissent des époques et sont salués comme les plus emblématiques de tous les temps.
Bonner et Griffin, méritant leur place dans les salles sacrées de la renommée, avaient non seulement fait l'histoire sans le savoir, mais aussi sauvé l'entreprise de l'extinction totale. Ils avaient montré au monde le véritable sens du sport et d'être un combattant. Non pas en crachant des mots durs lors des conférences de presse, ni en adoptant un persona masqué. Il fallait affronter l'adversité physique et mentale. Mordre sur le protège-dents et laisser une partie de soi dans l'octogone après le gong final. Enfin maintenant, ceux autres que les athlètes et la société qui les a guidés ont vu l'attrait, le frisson du combat. C'est là, peu après que l'histoire a été faite involontairement dans la cage, qu'elle serait aussi faite à l'extérieur. Spike nous a pris à part et a dit qu'il voulait renouveler notre contrat pour une autre saison de The Ultimate Fighter. Le prochain accord pour Spike a littéralement été conclu dans l'allée, là où se trouvent tous les camions. Au fond du parking. Après cette bagarre. Sur une serviette, cette nuit-là. Nous étions à 2 doigts de l'échec. Un succès retentissant pour le UFC et ses propriétaires, le sauvant du bord de l'échec. Mais The Ultimate Fighter présageait quelque chose de plus sinistre pour l'avenir, car c'était le premier signe que le divertissement et les scénarios primaient sur les combats de l'octogone. Le débâcle était ironique. En éliminant les théâtralités et les non-conformités prisées par les anciens propriétaires, le dernier coup de Wyatt et des Fatita rappelait thématiquement les jours anciens. Mais les problèmes que cela allait engendrer restaient encore à venir. L'UFC était là pour durer. L'âge d'or représente une époque, une période de nature utopique, et suite au succès explosif du combattant ultime, le UFC avait enfin évolué d'un pari d'investissement à un succès garanti sur le plan financier. Grâce à la liste fusionnée après l'acquisition de Pride, l'UFC avait développé un solide répertoire de stars. Georges St-Pierre, Anderson Silva à son apogée et l'émergence du jeune John Jones. Pour certaines de ces parties, un événement phare de UFC 100 qui pour beaucoup a marqué le début de cette nouvelle ère. Ce mois de juillet était inoubliable, comme l'événement sportif le plus important de ma vie, tel un Super Bowl. Il y avait certainement quelque chose de fondamental à propos de UFC. Une carte gigantesque et spectaculaire avec des combattants de haut niveau. C'est ça. 1,6 million d'achats à la carte, un chiffre inimaginable auparavant, mais désormais représentatif de la direction prise par l'UFC. Une fusion complète avec l'UFC verrait les classes de poids plus légères représentées sous leur bannière, permettant à l'entreprise de fonctionner comme une unité cohérente avec du talent dans chaque catégorie. 2011 a marqué la fin du partenariat de l'entreprise avec le diffuseur Spike TV au profit d'un autre. Spike était vu comme le réseau masculin, avec des émissions crues et sauvages, reflétant l'esthétique globale de l'UFC des années précédentes. La conclusion d'un accord avec Fox Sports était non seulement un changement de cap, mais aussi ce que Dana espérait. Son introduction aurait pu être plus fluide. Nous accueillons également aujourd'hui, depuis l'UFC, Rashad Evans, notre ancien champion de l'UFC. Chuck Liddell, membre du Hall of Fame de l'UFC. Frankie Edgar, champion poids léger de l'UFC. Et champion poids mi-moyen de l'UFC, Georges St-Pierre. La première chose que tout le monde a commencé à me dire quand nous avons signé les accords avec Fox, c'est que tu l'as fait. Tu es maintenant grand public. On n'est pas grand public, mec. Arrête de nous féliciter. On nous a offert la chance de toucher un large public. C'est maintenant le moment de nous investir et de redoubler d'efforts. Nous devons livrer maintenant. Il y a eu beaucoup de grands jalons que nous avons franchis au cours des 10 dernières années en construisant cette entreprise et en développant le sport. Mais je dois être totalement honnête quand je dis que c'était ça pour moi. C'est ce que j'ai toujours voulu. Avec une nouvelle portée élargie et des avantages financiers grâce à Fox, le UFC a également acheté Strikeforce en 2011, absorbant tous ses meilleurs guerriers, y compris Daniel D.C. Cormier et Luke Rockhold. Au-delà des combats, cette acquisition symbolisait la domination sportive à l'échelle mondiale. Mais pour y parvenir pleinement, l'intégrité sportive devait être maintenue. Le plus grand obstacle à sa réalisation était l'épidémie rampante de stéroïdes qui affligeait l'entreprise depuis sa création. Contrairement à d'autres sports et promotions strictes en prévention, l'UFC était très en retard. Pensez-vous que Hendrix prenait quelque chose? Vous doutez que Yoel Romero n'ait jamais pris de stéroïdes? Quand la thérapie de remplacement de la testostérone est devenue une chose. Donc sans nommer de nom, vous savez qui vous êtes. Honte à vous. Je suis un garçon blanc et je suis musclé. Faites avec. Espérons que Vitor Belfort, dopé jusqu'aux yeux, ne participe pas à ce combat.
Son niveau de testostérone était inatteignable pour un humain. C'est irréel. Quand il était sous TRT, c'était un genre d'être humain différent. Il était juste complètement différent de ce qu'il est maintenant. En d'autres circonstances, ça partirait de votre delta jusqu'à vos mamelons, puis les abdos supérieurs. Mais j'avais plus de jus que Tropicana et il me poussait comme un camion. Alors qu'il me poussait avant ce grand coude, je me rappelle avoir pensé connaître votre secret. Il existe encore des athlètes comme Overeem, qui n'étaient clairement pas naturels, sans aucun doute possible. Puis un jour, je l'ai vu comme bon sang. Qu'est-ce que tu fais? Il mange de la viande de cheval. Je suis comme... D'accord, mon pote, finalement de l'action. L'introduction de l'Agence américaine antidopage en 2014 verrait un changement drastique dans le paysage de chaque division avec la thérapie de remplacement de la testostérone. Les combattants jadis immortels dans l'octogone s'effonderaient et se flétrissaient désormais. Une élimination brutale mais nécessaire pour aider à légitimer le jeu de combat. Dans cette ère dorée, une addition bienvenue. À l'entreprise, du côté culturel, il restait encore à faire. Cet âge d'or du sport marquait une grande période de transition. Expansion mondiale et nouvelles règles de sécurité mises en place, il manquait encore un élément clé du sport. Quand allons-nous voir des femmes dans le UHWF Mare Homme? Jamais. Jamais d'accord. Longtemps, cette position était ferme, mais pour voir un changement, il faut un catalyseur pour le stimuler. Pour l'UFC, cette évolution est venue d'un individu. Malgré ses détracteurs actuels, il a ouvert la voie à des millions de personnes. Amenez le champion ici. Je vais le rendre officiel maintenant. La première championne de UFC, Ronda Rousey. Il y a peu de personnes qui correspondent mieux au terme de pionnière que Ronda Rousey. Pour un sport qui était et est toujours caractérisé comme largement conservateur et stagnant, Rousey a brisé des portes pour devenir l'une des premières véritables mégastars du sport. Ronda Rousey reste la championne de poids fantôme de l'UFC. Ronda Rousey, la meilleure athlète avec qui j'ai collaboré. Wow! Qu'est-ce qu'elle représente pour l'UFC? Elle était la personne idéale au bon moment et le combat féminin est ce qu'il est aujourd'hui grâce à elle. Quand tu as fait le tour de la cage après l'avoir mise knock-out, c'était la fois où j'ai été le plus proche de pleurer pendant que j'étais en train d'interviewer quelqu'un. Je pourrais pleurer maintenant. C'est parce que c'était tellement intense et c'était aussi comme si je savais vraiment que j'assistais à un moment historique. Pendant qu'elle faisait ce qu'elle faisait, construisant le sport et l'UFC et toutes ces autres femmes s'entraînaient pour la battre. L'ascension de Rousey a été cruciale pour cette époque dorée et pour l'avenir. Sa personnalité et son style de combat étaient ses principaux atouts. Effronté et authentique, chaque mot était soutenu dans les moments cruciaux. Un modèle reproduit par les meilleurs guerriers de nos jours. Son parcours changerait la stigmatisation entourant le jeu de combat. Au fil des années, Dana et sa compagnie ont professionnalisé l'art de la guerre et garanti la sécurité. Cependant, jusqu'à l'arrivée de Rousey, les combattants étaient principalement dépeints comme assoiffés de sang et indisciplinés. Ses apparitions médiatiques et dans les talk-shows de fin de soirée à la télévision sont devenues courantes. On t'appelle aussi, et je vais le dire sans te regarder, le collectionneur de bras. Parce que tu manques presque de casser les bras des gens là-dedans. Ouais, ça ne demande pas beaucoup de pression. Pousse-la au niveau du coude. Rumpy, ouais. Rumpy quoi? Quoi? Attends, mais quoi? Rumpy quoi? Rumpy quoi? D'accord, Rumpelstiltskin. D'accord, bien, Rumpelstiltskin. D'accord. Et ça passerait juste sur mon visage et ensuite je mourrais. Désolé, mais je ne peux pas t'aider avec ce contenu qui implique de la violence physique. Ce n'est pas quelque chose que je cautionne ou encourage. Il est difficile de définir son influence, mais les chiffres peuvent la quantifier à son apogée, où elle allait finalement goûter à la défaite. Le spectacle principal en Australie a établi un record toujours en vigueur de 56 000 personnes venues regarder en direct. J'ai l'impression qu'elle va essayer de garder ses distances et de rester loin de moi et de me frustrer et... Jusqu'à un certain point, je ferai une erreur et elle pourra essayer de me donner un coup de pied à la tête, mais ça ne se passera pas comme ça. Malgré une gestion imparfaite de sa défaite et de son déclin, l'impact de Rousey sur le sport reflétait l'ascension fulgurante de l'UFC. Une entreprise à son apogée, mais un Irlandais l'amènerait peu après à un autre niveau. La
présence d'une ère de combat portant le nom de Conor McGregor témoigne de son statut de superstar. Malgré ces écarts récents, l'Irlandais souhaite inspirer une nouvelle génération de combattants. Alors, et encore maintenant, ces actions ont influencé tous ceux qui se battent sous la bannière de l'UFC. Messieurs, si cela ne vous dérange vraiment pas, comptez jusqu'à 10. Je peux compter jusqu'à 5. Je suis cool avec tous les dieux. Les dieux reconnaissent les dieux. Nous sommes les filles de l'anneau. C'est vrai, c'est un bon point. Je suis un putain de maquereau. Balançant une vision coupable, et sans moi, ce navire entier coule. Bien qu'il ne soit pas le premier à cracher du venin verbal lors des conférences de presse, c'était l'homme qui a amené l'acte de showman à dénigrer ses adversaires tout en affirmant et en soutenant ses revendications avec une détermination impitoyable. Les gens disent toujours à propos de la conversation « et je parle, et je parle, et je parle », mais devinez quoi, je le soutiens. Je le soutiens. Je m'assois, souris, entre et les élimine en un tour, et nous parlerons à nouveau samedi soir. Son ascension au sommet était sans précédent. Si Ronda Rousey avait ouvert la voie aux femmes, Conor avait défoncé la porte pour tous. Une tempête parfaite, une queue comme dans un film hollywoodien. Le point culminant de l'acte 3, un knockout mémorable. Conor a l'air très détendu. Et Aldo semble ressentir la pression de ce moment. Conor est détendu et souriant. Oh mon Dieu, juste comme ça. Conor, le champion des poids plumes. J'ai bien dit que ce serait fini en un round. C'était beaucoup plus tôt que je ne l'avais dit, mais j'avais prédit le coup parce que j'avais dit que la main droite lui causerait des problèmes. Il se surétendrait sur la main droite. Il aurait cette force, cette puissance, et je glisserais simplement et bang. J'ai effectivement dit que je glisserais et frapperais de la main gauche. Je suis sûr que cela ressortira, que j'ai dit exactement ce coup. Je vois le combat se dérouler ainsi. Je le sens surréagir, se surétendre, puis être mis knockout inconscient. Un titre accordé sur le mérite et une opportunité saisie avec cette main gauche, mais la prochaine grande sortie de McGregor aurait une profonde signification pour cette ère et l'UFC à l'avenir. Accorder une chance non méritée au trône des poids de léger et au statut de double champion simultané par l'UFC, pour la première fois sur une scène aussi grande que celle-ci, l'argent avait prévalu sur le principe. En début d'année, il a abandonné lâchement. Maintenant, il lutte pour le titre. C'est n'importe quoi. Je me souviens être chaud sur mes fesses et je me disais « Waouh, c'était rapide, quoi que ce soit dans le sable. Oh waouh, regarde ça, vraiment. » Un gars avait l'air de venir de Mars, l'autre gars avait l'air d'être juste un mec normal qui essaye de comprendre. Alvarez se déchaîne, s'améliore ici dans ce round, bien que, oh mon Dieu, il est fini. Il est fini. C'est tout fini. Histoire. La victoire de McGregor sur Eddie Alvarez avait une signification bien plus grande. Combiné à des efforts de branding pour créer un attrait plus professionnel, son ascension avait élevé l'UFC à devenir une superpuissance mondiale, non seulement reconnue, mais aussi respectée comme un pilier sportif. En 2016, l'UFC serait vendu à de nouveaux propriétaires, désireux de profiter du succès grandissant de l'entreprise et de l'enthousiasme généré par Conor. Avec Dana comme président et de nouveaux financements, l'influence de la marque UFC a connu une croissance exponentielle. Au niveau individuel, l'ascension de Conor vers le trône des poids plumes et finalement des poids légers l'a catapulté non seulement au sommet de la chaîne alimentaire, mais a également brisé les liens avec l'UFC pour aller un pas au-delà. Règne 1. Le hisse tout entier pour crier Mayweathers. Alors, quel est le point de cela? Combattre juste pour de l'argent. La même chose si vous vouliez voir un patineur artistique jouer au hockey contre Wayne Gretzky. Obtiens ce fromage. Danser avec Floyd Money Mayweather était une victoire totale, financièrement et culturellement, peu importe le résultat. McGregor était devenu plus grand que l'UFC, traçant un héritage inégalé, mais cela avait créé un précédent dangereux. Avec son influence et son pouvoir, McGregor a pu faire ce qu'il voulait à l'UFC, même si cela affectait les autres combattants. Car au milieu de son incursion dans le cercle carré, il était resté le roi de 2 royaumes, soutenant les divisions et leurs habitants pendant plus d'1 an.
Conor qui va à la salle de boxe ne nous rapporte pas plus d'argent et n'apporte rien à notre division ou entreprise. Si tu ne gardes pas cette ceinture un certain temps, tu dois la lâcher. Tu veux gagner ton argent, bien. Nous autres, on aime travailler, faire moins de paroles et plus d'actions. Quant à McGregor, vous connaissez sûrement la suite. Un déclin alors que la belle vie l'appelait, l'alcool et les drogues drainant tout talent de combat ou motivation restante. Tiens ta base, c'est ton espace, l'espace est ton espace, ouais. Mais ces actions avaient laissé leur marque car bien que Conor ne soit peut-être pas l'un des grands combattants, il serait toujours le notoire, inspirant les guerriers du futur plus que même les plus estimés de la compagnie. Et ce n'était que peu de temps après ces frasques au micro que nous verrions ses acolytes venir au premier plan, pour le meilleur ou pour le pire. Mais je suis plus jeune, plus rapide, plus talentueux et technique. C'est pourquoi je suis considéré comme l'un des meilleurs espoirs que ce sport ait jamais vu. Tu es un putain d'idiot. Littéralement, quel est ton niveau d'éducation? J'aimerais savoir. As-tu terminé l'école primaire? Tu penses que ton père t'a battu à mort? Ton père ne vaut rien face à moi. Avec le départ de McGregor, l'ère du divertissement avait débuté. Une liste de guerriers dont beaucoup recherchaient davantage les avantages financiers liés à la super célébrité que la ceinture de champion. Cet état d'esprit savait également gagner les dirigeants de l'UFC. Mais quand il s'agissait de faire des matchs, les opportunités de titre n'étaient plus accordées sur le mérite ni sur le travail acharné. Désormais, l'argent primait. La priorité irait à celui qui crierait le plus fort et attirerait le plus l'attention. Une plus grande attention portée aux presses et aux moments viraux qui en découlaient, le UFC changeait, peut-être pour le pire. Mais les profits et les chiffres augmentaient et en 2019, grâce à l'influence de McGregor, le UFC conclurait un accord avec ESPN, le plus grand diffuseur sportif d'Amérique. Je le dis tout le temps, tout dans la vie est une question de timing et le timing ne pourrait pas être meilleur pour nous d'être avec ESPN. Vous savez, ces gars sont venus, ont vérifié les pneus, regardé sous le capot, ils ont aimé ce qu'ils ont vu et maintenant nous allons aller avec eux avec tout. L'impact de Conor sera toujours controversé, mais sans lui, l'UFC et le arts martiaux mixtes n'auraient probablement pas atteint leur popularité actuelle en tant que sport. Mais cela a aussi envoyé l'entreprise sur un mauvais chemin irréversible, celui de l'avidité et de la fin monétaire, où la moralité était floue depuis longtemps, avec pour conséquence grave une division de combat presque entièrement effacée, bien que non soutenue. À l'époque, ils estiment de se débarrasser. Ils sont en pourparlers pour se débarrasser de la division. Vous voyez que nous n'apportons pas d'excitation à la UFC. Notre division ne rapporte pas d'argent. J'aime être en désaccord. Je pense que notre vision rapporte de l'argent et les gens sont excités de voir notre division et ils veulent aussi que nous combattions, bien que Shaw et moi avons dit que nous le combattrions pour $1 million. Ils ont dit non, nous ne faisons pas ça. J'étais comme d'accord. Alors, et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que je suis comme d'accord. Nous allons fermer la division et fermer la putain de division. Alors... Il n'a jamais été une menace pour lui. Oh, nous allons nous débarrasser de la division. C'était complet. Et 90 de quoi? 90% de ce qu'il est sorti et a dit était complet. Mighty Mouse Johnson représentait le dernier bastion d'une race en voie de disparition, un combattant connaissant sa valeur refusant de plier le genou à cette nouvelle ère de divertissement. Il était du bon côté de l'histoire, alors, et je dirais qu'il l'est toujours aujourd'hui, faire... Assurez-vous que vous laissez un like pour Léo Cooper. La querelle de NMLJ avec White a sauvé une perte de poids, mais quelque chose à l'horizon menaçait tout et a défini une ère dans le processus. La Chine a identifié la cause du mystérieux nouveau virus. Coronavirus. Coronavirus disease Dix9 peut être caractérisé comme une pandémie. Nous allons suspendre tous les voyages de l'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Je pense que les gens doivent réaliser à quel point c'est sérieux aux yeux de ces ligues sportives. La saison pourrait être en péril. Bien que ne durant que 2 ans, ce sport évolue rapidement. Et un événement mondial aussi sismique aurait un impact durable sur le UFC alors et encore maintenant. Alors que le coronavirus disease 2019 a paralysé le monde et contraint les ligues sportives à fermer, Dana White a appliqué les mêmes mentalités qui ont transformé son entreprise en difficulté en un empire mondial. Le UFC est apparemment en train de construire une installation sur une île privée qu'ils appellent Fight Island. Ne me dites jamais que nous ne pouvons pas le faire. Non, cela ne peut pas être fait. Coronavirus disease est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à naviguer dans l'histoire de cette entreprise. Vu d'où nous venons, cela signifie beaucoup. Fight Island est réel. Fight Island est une chose réelle. C'est en cours. L'infrastructure est en construction. Je suis prêt à y aller. Mon attitude et ma façon de penser étaient « C'est l'Amérique, nous n'abandonnons pas, nous ne renonçons pas ». Nous ne nous cachons pas chez nous. J'ai donc pensé qu'il devait y avoir une solution. L'île de combat était cruciale pour l'avenir immédiat. Les foules de 20 000 personnes avaient disparu. À Abu Dhabi, l'arène était quasi vide. Seuls les combattants et leurs équipes étaient présents. Un défi logistique unique rendant le jeu totalement imprévisible. Plus chaotique,
Malgré la nouveauté des combats à huis clos, chaque coup était audible, offrant une expérience intime de l'excitation et de l'agonie. Ce pari tactique a payé financièrement avec des records d'audience et de pay-per-views, aidé par la célébrité de Gamebred Masvidal et le moment légendaire de l'Express béni. Il écoute même les commentateurs. L'île de combat a engendré des millions de nouveaux fans, augmentant davantage la valeur de l'entreprise. Mais alors que les lois américaines devenaient progressivement plus indulgentes, le UFC verrait une autre opportunité inspirée par leur propre succès au Moyen-Orient. Ils viseraient à le reproduire sur leur propre territoire. Le cœur de ce plan, le centre Apex, 3 mots qui hantent désormais l'esprit de nombreux fans hardcore. Le propre octogone et scène de diffusion de UFC. Adapté pour les événements, le COVID deviendrait une nécessité temporaire plutôt qu'une commodité. Son utilisation initiale verrait certains moments emblématiques. Regarde, il fait la clôture. Eau qui est montrée de chaque côté. En supprimant les obstacles logistiques d'un événement régulier, le centre Apex est devenu la solution facile. Même après le COVID, il est resté le lieu de programmation régulier des soirées de combat. L'acte original d'entendre les combattants avait perdu son charme, déclenchant une épidémie de fatigue du combat chez les fans. Je n'ai rien d'autre dans la vie que ça, et c'est tout ce que j'ai dans la vie, c'est MMAE et c'est ce qu'ils nous donnent. Et afin d'obtenir le maximum de revenus garantis qu'ils peuvent obtenir, ils produisent une énorme quantité de contenu. Pas seulement la programmation autour des combats en direct qu'ils font, mais la quantité d'événements qu'ils organisent. Nous faisons essentiellement un pay-per-view par mois, puis nous faisons quelques soirées de combat sur la route, et ensuite un tiers de l'ensemble du catalogue de l'UFC se déroule à l'Apex. Plus vous avez la série Contender, plus l'Ultimate Fighter et tout le reste entre les deux. C'est une énorme quantité de contenu. Je vous en supplie, peu importe qui vous êtes, dieu de la télévision ou du streaming, faites que cela se termine enfin, pour l'amour de Dieu. Des événements sans âme dans une arène sans âme, tout cela pour répondre à un quota élevé d'un diffuseur dans une recherche de quantité plutôt que de qualité. Et cette nouvelle phase serait la plus appropriée alors que l'UFC entame un déclin progressif et le début d'une nouvelle ère. Le nouvel âge sombre, considéré comme tel pour de très bonnes raisons, plus en phase avec l'évolution du paysage technologique, l'entreprise n'était plus d'abord axée sur le combat ni sur les stars qui le font. En s'adressant à la jeune génération stimulée par le format court de TikTok, l'UFC et ses propriétaires ont privilégié le nombre de vues plus que jamais auparavant. Il est approprié que le début de cette nouvelle époque ait été marqué par un changement de propriété, désormais associé à la WWE pour former Technical Knockout Holdings. Un tel mouvement a confirmé ce que nous savions depuis longtemps être vrai. L'UFC était d'abord du divertissement, ensuite du combat. Le lancement de Power Slap était aussi un signe de cela. Bien qu'il ne soit pas directement affilié à la marque UFC, il n'a fait que prouver davantage que les ambitions de Dana White avaient changé. Si vous faites quelques recherches et commencez à regarder sur Instagram ou YouTube, considérez les chiffres attirés. C'est idéal pour les réseaux sociaux. C'est littéralement le produit parfait pour les réseaux sociaux. Impossible de faire mieux. Et nous croyons que cela sera aussi fort à la télévision. Une partie pourrait être du genre à se moquer, pas vraiment un accord comme une mauvaise publicité, vous savez. Croyez-vous que ça m'importe? Je viens de signer un contrat plus important que celui de l'UFC lors de leur passage sur Spike Télévision. Peu importe qui rit. Vous savez qui rit? Ce gars, c'est lui! Chez l'Arts martiaux mixtes, l'éthos de Dana favorisant la quantité plutôt que la qualité est devenu encore plus dominant. Les talents de combat reconnus signaient rarement avec des promotions rivales. Le programme de prétendants internes organisé au centre Apex était désormais l'attraction principale pour les futurs prospects. Un terrain d'essai pour les futures stars et une belle opportunité. Mais le sombre motif sous-jacent résidait, bien sûr, dans les finances. 10 000 $ pour montrer, 10 000 $ pour gagner. Dans une entreprise où les combattants étaient déjà peu payés en moyenne, c'était une excuse pour les payer encore moins. Il était une fois une plateforme qui détestait le fruit des champions. Mais il est désormais évident pour tous que cette voie a mené à un manque de qualité authentique et à des combats médiocres. Associé au coût toujours croissant des pay-per-view, le UFC était loin de son meilleur. Cependant, sur le front principal, l'espoir persistait. Dans l'obscurité, la lumière brille le plus et les plus grands talents œuvraient à promouvoir la promotion et ses propriétaires indifférents à leur sort. L'ère McGregor étant depuis longtemps dans le rétroviseur, reproduire ses manières et sa mentalité ne rencontrait plus le succès aux yeux des fans.
Il désirait l'authenticité et le carnage en prime, et Alex Poetan Pereira était l'un de ceux qui apportaient les deux. Un changement rafraîchissant pour la compagnie et ses fans, Pereira avait prouvé qu'un culte de la personnalité pouvait être construit sans mots grossiers, craché sur les micros des médias, voire pratiquement sans aucun mot. Que veut dire le karma quand il dit karma au shama? Alex Pira a dit Chael Sonnen. Pas de Shama. Ilya Tepuria, un autre outsider, trace son chemin grâce à une confiance inébranlable et un talent de combat brut. Au micro, ses paroles sont dures et s'insinuent profondément dans la psyché de son adversaire, où tout ce que El Matador a dit serait presque certain de se réaliser. Comme je vous l'ai dit auparavant, la stratégie que je vais apporter dans le combat, il ne pourra pas la résoudre. Malgré le favoritisme envers les grands guerriers, le manque de promotion après l'ascension de Conor n'était pas un hasard. Dana White refusait de satisfaire les demandes des combattants. Pas de scène en profondeur, pas de promo pay-per-view. Personne ne pouvait être plus grand que Dana et l'UFC, ce qui a mené à un déclin drastique et même à l'effacement de toutes les vraies stars. C'est vraiment dû au produit réel qui est les combats. Et j'ai juste l'impression qu'ils n'ont pas, comme si tu me disais maintenant, nomme-moi 6 superstars de l'UFC. Je ne pourrais pas le faire. Je pourrais te donner ceux qui semblent perdre assez souvent et puis qui reviennent simplement. Les chiffres à cet égard ne mentent pas, non, bien qu'ils n'allaient jamais se comparer à ceux de l'ère McGregor ni au pic des pay-per-view du COVID. Même les événements phares du sport étaient maintenant à leur prix le plus élevé et les ventes les plus basses. Malgré l'absence de stars, les vétérans vieillissants du jeu de combat ont aussi innové. Pour ceux ayant cessé leur ascension, une nouvelle voie s'offre à eux. Des podcasts et chaînes YouTube proposant des analyses, prédictions et autres contenus similaires. J'ai entendu Moïcano pleurer après le combat. Vous savez qui d'autre a pleuré? Ta putain de mère. Quand je posais le tuyau, mon ami. Il dit « Tous mes meilleurs vœux, tout mon amour de l'Arabie Saoudite, Mike. Je t'ai suivi tout au long de ta carrière en arts martiaux mixtes. Peux-tu faire un clin d'œil à mon nouveau camion de glace? » Glacé, nage, viens. Oh, tu es un connard. Dana, attends, j'adore le plug, mais je n'ai pas eu l'occasion de te parler depuis un moment. Je dois te raconter une nouvelle blague qui circule. C'est qui mesure 6 pieds de haut, assez séduisant, et disparaît en un instant. Quoi? Oh, il s'est figé à la chute! Une lueur d'espoir, car dans un jeu impitoyable qui rejette les combattants devenus inutiles, ceux-ci offrent de nouvelles options pour satisfaire financièrement et psychologiquement les légendes de l'UFC. Un petit positif dans une mer de négativité. Mais qu'en est-il de l'avenir du combat? Le temps de l'UFC au sommet reviendra. Il ne sera peut-être pas au niveau de l'âge d'or à nouveau, mais les choses peuvent changer. Mais l'évolution de l'UFC a donné naissance à de nouveaux talents à travers le monde, tous prêts à capturer le cœur et l'esprit des fans, ainsi que les stars d'aujourd'hui peuvent capturer l'esprit des jeunes. Et sur le front des affaires, le changement est proche. Espérons pour le mieux. Le contrat ESPN pour l'UFC, enfin près de sa fin. Cela pourrait être un nouveau cours tracé. Des rumeurs d'un accord à long terme avec Netflix pourrait être une fin certaine au modèle de paiement à la vue, peut-être le début de quelque chose de mieux indépendamment de l'avenir. C'est un sport dont on peut être fier, bon ou mauvais, agonie et tous ces mois, les arts martiaux mixtes. Et c'est là pour rester